Depuis le sommet de Sochi, les 23 et 24 octobre dernier, la Suisso-Camerounaise Nathalie Yamb apparaît comme l'héroïne de la libération de l'Afrique, drainant de nombreuses sympathies sur les réseaux sociaux où elle est très active. Force est de constater qu'après l'esclavage, la colonisation, les pseudo-indépendances, on ne nous a reconnu que le droit d'être libre, mais seulement au sein de l'enclos français. L'Afrique francophone est encore, en octobre 2019, sous le contrôle de la France, avait-elle martelé dans le discours qu'elle a délivré devant une quarantaine de chefs d'État africains qui avaient tous fait le déplacement à Sochi comme elle. Un discours d'émancipation de l'Afrique qu'elle affirme pourtant tenir depuis qu'elle est étudiante, et dont la résonance l'a un peu surprise elle-même. Toutefois, elle accueille cette nouvelle notoriété avec humilité, dit-elle, l'essentiel étant de pouvoir en tirer bénéfice pour le parti et la campagne présidentielle du professeur Mamadou Coulibaly, président de l'Assemblée nationale de 2001 à 2012, sous le régime de Roland Gbagbo, dont il est un proche. Ce dernier est le candidat aujourd'hui investi par le parti Liberté Démocratie pour la République, leader pour la présidentielle ivoirienne de 2020. Après des études de sciences politiques, de journalisme et de communication effectuées en Allemagne, cette militante de la première heure de leader, qu'elle a rejoint dès sa création en 2011, a donc fait le saut dans la politique ivoirienne. Un élan brutalement interrompu par une mesure d'expulsion des autorités ivoiriennes intervenue le 2 décembre. Nathalie Yamb, bonjour. Bonjour Madame Gay. Alors évidemment, c'est un immense plaisir de vous recevoir ici à Paris, dans le studio de Sputnik France. Bien sûr, ma première question, c'est sur votre expulsion et d'une certaine façon, ce pays, la Côte d'Ivoire, que vous avez adopté et qui vous avez adopté aussi, puisque vous êtes la conseillère exécutive du professeur Mamadou Coulibaly, qui est le candidat du leader, le principal parti d'opposition aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Est-ce que néanmoins, d'une certaine façon, parce que je pense qu'il y a peut-être un enjeu politique aussi, vous l'aviez pas un peu vu arriver, cette expulsion, ou bien elle vous a pris comme une surprise ? Écoutez, quand on fait de la politique en Afrique, on sait très bien qu'il y a des choses qui peuvent vous arriver. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a pas trop de femmes qui s'engagent en politique, parce qu'il y a souvent des répercussions négatives qu'on anticipe. Je me disais que c'était quelque chose qui pouvait arriver, une arrestation, une expulsion, même des attentats. Enfin, c'est des choses qui arrivent. Mais en même temps, je pensais pas qu'il le ferait, parce que je me disais c'est trop gros. Juste après avoir fait un discours qui a visiblement réveillé les uns comme les autres, je me disais ce serait trop flagrant, ce serait trop mal placé. Et donc, je dois avouer que sur ce week-end-là, ça m'a prise par surprise. Mais dans l'absolu, je savais que ce genre de choses peut arriver. Mais pour vous, c'est des attaques contre la France ou c'est une arrière-pensée politique de la part du pouvoir ivoirien ? Je pense que c'est les deux. Je pense que Monsieur Ouattara a vu là le moyen d'essayer de fragiliser la campagne d'un concurrent, à savoir le professeur Coulibaly, qui prend son envol, qui s'affirme de plus en plus comme étant une alternative à un système fait de partis historiques ou de propositions politiques historiques qui n'apportent plus rien à la jeunesse. Et donc, en m'expulsant, il frappe le parti, il frappe naturellement un électron politique qui dérange et il fait plaisir à Monsieur Macron, qui d'ailleurs quelques jours après au sortir du sommet de l'OTAN ne s'est pas gêné pour dire à tout un chacun, président du G5 Sahel et de la zone, qu'il fallait faire taire les opinions qui allaient à l'encontre des intérêts politiques français ou militaires français. Donc il a anticipé, il s'est positionné comme le meilleur élève de la France-Afrique et de... Tout à fait. On va revenir à M. Macron, puisqu'il est actuellement en Côte d'Ivoire, ce week-end. Mais avant ça, je voulais quand même vous demander, alors, dès votre expulsion, vous avez fait un voyage à Moscou. Il y avait une raison particulière d'aller en Russie ? Oui, j'avais été invitée par la Chambre civique de la Fédération de Russie avant même mon expulsion. J'ai d'ailleurs, le matin quand la police me cherchait, j'étais allée déposer mon passeport pour prendre un visa.
On nous avait invités justement après Sochi parce que ma prise de parole, celle du professeur aussi quand il est venu au mois de juillet à l'invitation de la Douma d'État pour parler du régime parlementaire, le rôle du parlementarisme en Afrique. Quand il est venu, donc on m'a offert cette opportunité et effectivement après mon expulsion, après tout ce qu'il y a eu comme répercussion après mon expulsion, l'invitation a été maintenue et c'est une plateforme que je n'ai pas voulu laisser passer, qui m'a donné l'occasion de parler cette fois-ci non pas du franc CFA ou de la France-Afrique qui sont le cœur de mon combat, mais aussi de montrer qu'il y a des perspectives. C'est pas des excités qui se lèvent un matin pour faire un buzz. C'est un projet de construction d'une Afrique nouvelle à partir de la Côte d'Ivoire en ce qui me concerne, mais qui aura des répercussions sur toute l'Afrique francophone si les choses marchent comme elles le devraient. Tout à fait. Donc vous n'êtes pas allé à Moscou pour demander l'asile, comme on pourrait éventuellement le penser. Non, encore que je n'aurais rien. C'est pas l'asile que je cherche, mais je n'aurais rien. Il faut bien que je me réoriente maintenant. C'est venu brutalement. Je n'ai pas eu le temps de prendre mes papiers, j'ai pas eu le temps de prendre mes médicaments, j'ai pas eu de prendre mes habits. On m'a détenu 10 heures, on m'a envoyé dans une voiture séparée de mon avocat, mise dans l'avion. C'est à l'aéroport que j'ai appris ma destination. J'ai dit, je préférerais aller au Ghana juste à côté. Si vous devez me raccompagner à la frontière, puisque c'est ce qu'ils m'ont dit, en cas d'expulsion, on a le devoir de vous accompagner à la frontière. Nous avons choisi de vous raccompagner en Suisse. J'ai dit, mais enfin, c'est plus simple de m'amener à Elubo là à côté, c'est moins cher. Ils n'ont pas voulu. Donc maintenant, j'arrive en Suisse. Il faut que je puisse essayer de réfléchir où est-ce que je vais me redéployer, parce que j'ai l'intention de continuer attractif pour mon parti, pour le candidat dans l'équipe duquel je travaille, et puis pour le combat que je mène. Est-ce qu'il est plus efficace de le mener à partir de l'Europe, à partir de la Russie, à partir de l'Afrique? Si oui, où, comment? J'utiliserai les prochains jours. Tout ça, bien sûr, est très soudain et très récent. Mais la Russie, je dois l'avouer, m'a donné une plateforme d'expression que je n'ai eu nulle part avant. Donc ça ne me gênerait pas. Je vais en Russie, on nous donne l'occasion de parler dans des forums dans lesquels normalement les opposants politiques sont pas nécessairement les invités ou n'ont pas la parole. J'ai accès à des médias comme Sputnik, j'ai accès à des médias depuis que je suis passée par Sochi. J'ai accès à des médias qui ne nous étaient pas ouverts auparavant. Alors pour moi, demander de l'asile ou me réinstaller temporairement, parce que j'entends bien retourner en Côte d'Ivoire, comme vous l'avez dit en intro. C'est le pays que j'ai choisi, c'est le pays que j'aime. C'est un pays d'Afrique, c'est chez moi, et j'ai l'intention de rentrer chez moi le plus rapidement possible. Alors, il y en a un qui est parti, qui est en Côte d'Ivoire en ce moment, c'est le président Emmanuel Macron. Ça, c'est l'actualité du jour et c'est une visite officielle. Alors, est-ce que vous avez un commentaire à ce sujet ? On sait par exemple que le président Alassane Ouattara est l'un des plus fervents partisans du maintien du franc CFA. Est-ce que c'est la raison pour laquelle Emmanuel Macron va le voir ? Je pense que M. Ouattara est un partisan de la France, plus même au-delà du franc CFA. C'est un adepte des présidents français. Il fait un excès de zèle en termes de servilité qui est assez impressionnant. On dit qu'on va parler du franc CFA, mais on va surtout parler du métro d'Abidjan dont le prix est astronomique. On va parler des contrats C2D de désendettement, mais qui sont octroyés uniquement à des sociétés françaises pour des projets choisis par Paris. C'est pas l'État de Côte d'Ivoire qui décide qu'on a besoin d'un grand marché à Bouaké. C'est la France qui dit bon, on a des entreprises qui veulent construire ici, donc vous allez faire ceci, vous allez faire cela. C'est Monsieur Ouattara reçoit une récompense, je crois, à travers la visite de Monsieur Macron. On a appris hier, de façon tout à fait officielle, que tous les maires de Côte d'Ivoire ont reçu une instruction. Le professeur Koulibaly est un maire, donc il a reçu le document d'autoriser les manifestations, de suspendre toutes les manifestations dans toutes les communes de Côte d'Ivoire jusqu'en janvier. L'hôtel Ivoire a été privatisé complètement. Tous ceux qui étaient là-bas sortaient, tous ceux qui ont des manifestations, mariages, conférences, etc. prévues pendant les 48 heures de la visite de Monsieur Macron annulées.
c'est effarant. Je pense que Monsieur Ouattara veut montrer qu'il est, voilà, vous êtes chez vous ici, je suis votre meilleur représentant. Il fait un excès de zèle qui doit, à mon avis, être même un peu inconfortable, même à ceux qui en sont le récipiendaire. Et en tout cas aussi aux yeux d'un certain nombre d'Ivoiriens. C'est trop. D'Ivoiriens et d'Africains, c'est un manque, c'est un aplatissement qui est. On peut aimer ou pas Monsieur Ouattara, mais il faut quand même reconnaître qu'il est le président des Ivoiriens. Il représente les Ivoiriens. Ce genre d'action humilie les Ivoiriens et les Africains, parce que quand on voit un président qui agit comme ça, on se dit vraiment, c'est vrai que tu es pas ma personne, mais c'est quand même toi qui incarnes le pays. Bien sûr. Alors, essayons de revenir un petit peu sur ces positions très fortes que vous avez contre le franc CFA. C'est un débat qui est loin d'être apaisé. J'ai eu d'autres invités avant vous, on en a déjà discuté. Alors, moi, je me pose la question quand même depuis très longtemps de savoir si au fond, au-delà de l'aspect technique de ce débat, si au fond, le débat sur le franc CFA, c'est pas un peu un tabou africain. J'entends par là que... votre lutte contre le franc CFA, c'est surtout pour sortir du carcan de la France-Afrique. Et d'une certaine façon aussi, le franc CFA a eu des effets bénéfiques en termes de stabilité. Donc, où vous vous situez exactement ? Est-ce que c'est un prétexte d'une certaine façon, ou est-ce que véritablement cette monnaie vous paraît comme étant une monnaie tout à fait défavorable pour la zone, les 14 États qui sont concernés par la zone franc ? Elle me paraît très défavorable. Enfin, je considère le franc CFA, c'est comme le sang qui circule dans le corps humain. Si le sang est pollué, si le sang ne fonctionne pas, s'il est empoisonné, c'est tous les organes qui sont atteints. Le franc CFA empêche l'industrialisation de l'Afrique dans son mécanisme de fonctionnement, dans ses effets. Le franc CFA, c'est l'euro. Alors, en Europe même, il y a que l'Allemagne qui arrive à gérer l'euro de façon satisfaisante. Tous les autres pays ont des problèmes parce qu'ils sont moins industrialisés que l'Allemagne. Nous qui sommes en Afrique, en Côte d'Ivoire, qui n'avons absolument aucun tissu industriel, comment est-ce qu'on va sortir de la pauvreté, pouvoir faire émerger une industrie, alors qu'on a une monnaie forte, que même les Européens, qui a des impacts négatifs sur les Européens, la Grèce, la France, l'Italie, l'Espagne. Donc sur la façon, les effets négatifs sur le développement, sur l'industrialisation, je suis contre, je me bats contre. Je me bats contre aussi la partie symbolique. C'est un outil, c'est une monnaie coloniale. Elle a été créée pour combler les effets, contrecarrer les effets de la fin de l'esclavage et puis pouvoir donner des perspectives de développement aux colons qui étaient dans les colonies et qui perdaient maintenant, qui avaient un manque à gagner. Oui, et puis même la survivance dans la dénomination de la monnaie, franc CFA. Franc CFA. Et 60 ans d'indépendance, et vous avez une monnaie qui s'appelle franc CFA. Et puis surtout, le franc a disparu en France. Et en plus. Et nous, on est les derniers porte-étendards du franc qui a disparu, même dans le pays qui l'a créé. Et puis, il y a tout le système qui est autour du franc CFA, qui est un système d'accaparement, qui est un système de monopole protégé, qui font que nous sommes devenus la propriété de la France, pas de la France, pas du citoyen français lambda, mais d'une caste en France qui en retire les bénéfices pour eux-mêmes. D'abord, comme en Afrique, c'est-à-dire on a c'est un effet miroir. Et les peuples des deux côtés, alors d'un côté vous disiez tabou, je dirais le peuple français n'est pas nécessairement au courant de ce que signifie le CFA, et pour nous, et pour eux. Il y a un tabou du côté français sur le franc CFA. Oui, c'est souvent noyé dans des explications techniques, le trésor français, et puis les réserves à la Banque de France. Voilà, on n'en parle pas au journal de 20 heures. Quand on allume un journal de 20 heures en France, c'est pas des thématiques qui s'imposent. Dans les campagnes électorales en France, c'est pas des thématiques qui sont abordées. Justement, la force de la diaspora binationale, on va dire, qui maintenant réside en France, c'est de venir poser ces questions, de mettre ces questions au centre du débat politique en France pour que les gens comprennent que s'il y a des migrants qui arrivent
arrivent en France et que vous voyez ici comme étant des dangers, c'est pas parce qu'ils sont nécessairement attirés par les températures hivernales en Europe, ou même pas nécessairement par les allocations ou quoi que ce soit, c'est parce qu'ils fuient quelque chose là-bas, quelque chose qui est maintenu grâce à vos dirigeants ici. Donc c'est un tout imbriqué. Le franc CFA est au cœur de ce système, c'est le sang qui circule dans ce système. Le casser, c'est nous donner l'opportunité de changer les choses, d'assainir. Là, on a fait des annonces, si vous voulez, dans notre sous-région. La CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, a décidé de se pourvoir d'une monnaie unique qui s'appellera l'ECO. La décision a été prise par les chefs d'État. On dit 2020, tout le monde dit que c'est illusoire. Mais d'une certaine façon, une fois que l'ECO va voir le jour, parce qu'il va voir le jour, est-ce que ce débat sur le franc CFA ne devient pas caduc de facto ? Non, parce que moi je suis déjà pas convaincue forcément qu'il verra le jour. Aujourd'hui, quand vous écoutez les différents chefs d'État, il y a ceux qui, comme Monsieur Ouattara, disent mais le franc CFA c'est une très bonne monnaie, on doit même pas le changer, c'est quelque chose qui nous a amené la stabilité, qui nous a amené tout ça. Et puis vous en avez d'autres qui disent bon c'est vrai, il faut qu'on envisage de sortir nos devises du compte d'opération. Vous en avez d'autres qui disent ah non le franc CFA ça doit devenir une monnaie flexible, pendant que M. Ouattara dit que non, la parité fixe, c'est excellent, vous voyez. Donc, au sein même de ceux qui sont décisionnaires sur ce système, vous avez une cacophonie incroyable. Et vous sentez que c'est pas quelque chose qui vient d'eux-mêmes. Ils sont en train de se faire les porte-voix, peut-être, d'une petite volonté de changement qui émane peut-être d'ailleurs de la France, parce que en toute chose, peut-être que... Oui, mais justement, Emmanuel Macron, lui, s'est dit favorable à des discussions, et c'était une façon peut-être aussi pour lui de renvoyer la balle dans le camp africain, dans le camp des présidents africains. Je trouve très hypocrite de M. Macron de parler, de dire qu'il est favorable. Tous les présidents français, d'ailleurs, M. Hollande l'avait aussi dit, et nous, on est favorable à tout changement, mais c'est les présidents qui doivent le faire. Mais enfin, et puis, on nous dit, à Sochi, un représentant de l'ambassade de France, après mon discours, a foncé sur moi pour me dire mais de toute façon, le franc CFA, la France gagne rien, et c'est ce qu'on nous répète aussi. On dit même que ça coûte de l'argent. Mais quel altruisme. Alors, c'est la première fois, alors la France, M. Macron, c'est le premier président altruiste. Si le franc CFA ne vous apporte rien, n'attendez pas que les autres disent, dites, nous, on est favorable au changement, vous voulez pas changer, mais ça nous apporte rien, franchement. Vous savez, on en sort, et puis débrouillez-vous les gens. Mais vous dites, on est favorable au changement, c'est les présidents africains qui doivent initier, et en même temps, quand les opinions africaines poussent les présidents à concrétiser ce changement, vous faites une conférence de presse dans laquelle vous intimez l'ordre au président africain de faire taire les opinions qui vont contre ce sens-là. Je trouve ça très hypocrite. C'est vrai que nos présidents actuels ne sont pas animés ni d'audace, ni de volonté politique de changement. Il y a peut-être le président du Bénin qui fait exception, Patrice Talon ? Non, même pas. Enfin, sur le franc CFA. Même pas, parce que j'ai regardé l'interview de Monsieur Talon, et le journaliste lui avait dit il y a une volonté de changement du gouvernement, et il l'a interrompu pour lui dire de quel gouvernement. Et le journaliste a dit du gouvernement français, et Monsieur Talon a dit il faut bien le préciser. Alors, il a même pas pris la perche pour faire semblant. On sent que ce n'est pas quelque chose. Ils sont pris en tenaille entre la volonté de préserver un système et puis la pression qui vient de la base, du ras-le-bol des populations. Avant, c'était des groupes politiques, c'était des économistes, c'était des petits groupes de personnes qui parlaient de la thématique du franc CFA. Aujourd'hui, le franc CFA est devenu un thème dont tout le monde parle. Il y a des jeunes, il y a des chanteurs, des écrivains, des sportifs, des activistes, des femmes au marché, des vieux à la maison. Tout le monde en parle. Tout le monde n'a pas toutes les données économiques, ne peut pas entrer dans des détails techniques, mais tout le monde sait que ce truc-là, c'est pas bon. Ouais, mais c'est vrai que ça a focalisé l'ensemble de mécontentements, très certainement. Ah, clairement. Et donc, ces présidents-là ont la pression d'en bas qui dit on veut changer, et puis ils ont la pression d'en haut, de leur en haut, puisqu'ils considèrent que la France et M. Macron et les présidents français sont leurs patrons, c'est pas les peuples, c'est ceux d'en haut. Et ils essayent de jouer aux équilibristes à l'intérieur. Vous parlez de l'éco en 2020. Changer le nom d'une monnaie sans en changer les mécanismes ne nous sert à rien. Oui, mais attention, l'éco, il y aura Ligéria.
Ça fera une grande différence. Mais le Nigeria a posé une précondition, à savoir que les mécanismes qui lient les pays de la zone franc au trésor public français soient coupés avant que la monnaie unique ne devienne réalité. Ce à quoi M. Ouattara a répondu, nous, les pays de la zone UEMOA, on atteint à peu près tous les critères de convergence. On va commencer, nous, avec cette monnaie-là. Et puis, quand les autres seront prêts, ils nous rejoindront. En fait, ils essayent de faire en anglais, un hijacking, de kidnapper l'éco pour le garder dans le format du CFA en faisant simplement un changement de dénomination. Et vous l'avez dit tout à l'heure, l'échéance 2020 qu'on nous donne est complètement utopique. Il n'y a pas encore de statut de la Banque mondiale. Il y a rien. Une monnaie, c'est pas du Monopoly. C'est-à-dire, il faut savoir quelles sont les dénominations, des coupures, comment. C'est quelque chose. La monnaie, c'est un outil de souveraineté. C'est une institution. Il faut que les peuples qui utilisent cette monnaie se reconnaissent dans cette monnaie, qu'ils l'apprécient. Il n'y a rien de ça qui est fait. Eux-mêmes, quand ils en parlent, il y a un qui dit A, l'autre qui dit Z. Ils sont pas d'accord entre eux. Ils sentent qu'il y a une revendication, un mécontentement contre cette monnaie, et ils essayent de contenter les deux côtés en disant mais vous voyez, on est en train de faire, mais en même temps changer tout sans rien changer. Alors, néanmoins, si jamais vous étiez invité au prochain sommet Afrique-France qui va avoir lieu à Bordeaux, donc, en juin 2020, est-ce que vous accepteriez l'invitation de Monsieur Macron pour venir discuter de comment sortir du franc CFA ? Ah, très volontiers. Je crois que j'avais même, j'ai dû le dire auparavant. J'ai été très, très étonnée de voir l'ouverture que les autorités russes ont. Il y a des sommets France-Afrique, il y a des sommets Chine-Afrique, Japon-Afrique, Allemagne-Afrique, etc. Mais jamais, dans ces sommets, on invite des gens de l'opposition. Ce qui est assez étrange parce que si vous voulez parler de développement en vous projetant dans l'avenir, vous devez pouvoir discuter avec ceux qui sont au pouvoir maintenant, mais également avec ceux qui pourraient être au pouvoir. Il faut laisser et la société civile, et parce que le changement, à moins que nos interlocuteurs ne pensent que quand il y a un président en Afrique, il est là pour rester jusqu'à l'état de momification avancée, et donc ça suffit si on lui parle à lui. Et donc, quand nous avons pu prendre part au sommet Russie-Afrique, au forum, avec le professeur Koulibaly, je me suis dit, tiens, c'est une ouverture qu'on n'a pas. Alors, je dis, si Monsieur Macron est tellement ouvert, il est quelqu'un de jeune. S'il est vraiment sincère. S'il est sincère, mais que lors de ce sommet, si ma tête ne lui plaît pas, il peut inviter le professeur Koulibaly, qui est quelqu'un de très urbain, qu'il aura beaucoup de plaisir, avec lequel je pense, aura beaucoup de plaisir à échanger, et il verra que nous ne sommes pas des excités qui sommes anti-français, mais que nous sommes simplement des gens qui aspirons à ce que nos peuples, nos parents, nos enfants puissent avoir une vie digne, être fiers, marcher la tête haute sans vouloir écraser les autres, sans vouloir déclarer la guerre aux autres, mais en ayant une vie digne et de l'estime de soi, et que tout le monde peut y gagner. On est à la recherche de partenariats gagnant-gagnant. Alors je suis vraiment joint, mon calendrier est ouvert, et je m'assurais que celui du professeur aussi le soit. Bon, très bien, le message est envoyé en tout cas. Alors, changement, c'est vraiment, c'est normal, vous êtes dans votre position d'opposante. Changement, c'est un mot qui est idoine dans votre bouche, enfin. Mais quel changement ? C'est ça la question. Et comment on fait ? Alors, moi, ma question, elle est un peu, si vous voulez, est-ce qu'on doit changer d'Afrique, on doit changer les Africains, ou on doit changer les Afriques ? Puisque pour l'instant, c'est quand même 54 États extrêmement divers. Le continent africain, c'est un continent qui va vers son unification, qui veut se doter d'une monnaie unique, qui est en train de se doter d'une zone de libre-échange. Mais pour l'instant, c'est très divers, très épars, avec des cultures et des héritages complètement différents. Alors, première chose, vous avez dit souvent, quand on parle de changement, que donc vous souhaitiez, vous rêviez d'une Afrique dans laquelle les jeunes vont pouvoir étudier dans les universités de renommée sur le continent, avoir des carrières, monter des business, devenir des agriculteurs prospères, plutôt que d'aller périr dans le désert ou la Méditerranée. Bien sûr, évidemment. Mais vous comme moi, on sait très bien que c'est pas comme ça que ça marche en Afrique. C'est pas vos compétences qui font la différence, c'est qui vous connaissez. Donc, est-ce qu'il n'y a pas là aussi peut-être un peu un problème de mentalité à changer ? Il y a beaucoup de choses à changer. Il n'y a pas une seule chose à changer. Il y a énormément de choses à changer.
nous disons toujours à Leader que notre projet de société vise justement à un changement de mentalité. Il va bien au-delà d'un mandat ou de 2 mandats de Mamadou Coulibaly. C'est de reparamétrer le logiciel dans nos propres têtes et dans la façon dont nos États fonctionnent pour que on puisse justement arriver à concrétiser cette vision dont je parle. Aujourd'hui, on a une Afrique des puissants. Vous parliez d'intégration africaine. On a une Afrique des puissants. Des hommes forts, des présidents qui se rencontrent, qui échangent, vont de sommet en sommet, se connaissent, ont même des passeports africains. On a commencé à en distribuer, on ne les a pas distribués aux populations, on l'a distribué aux hommes d'État qui peuvent aller, et puis en même temps qui écrasent des peuples insoumis, des peuples qui sont soumis, qui sont souvent méprisés, qui malgré la liberté de circulation dont on parle dans certaines zones, surtout dans les zones, parce que dans les zones de l'Afrique du Sud, etc., c'est vraiment bien concrétisé. Mais en Afrique centrale, c'est une catastrophe. En Afrique de l'Ouest, on dit qu'on a la liberté de circuler, etc., liberté des biens et des personnes, mais essayez de passer les frontières, vous allez devoir payer des bakchis ici, des trucs là-bas. C'est des discours sans contenu. Il faut qu'on puisse changer cette Afrique-là. Il faut qu'on puisse mettre en place, concrétiser vraiment cette liberté, redonner cette liberté, rééquilibrer, utiliser la justice sociale pour rééquilibrer des inégalités. Oui, mais par exemple, vous venez du Cameroun. Oui. Alors, le président Biya, il en est à son 5e mandat et ça fait 35 ans qu'il est au pouvoir. Néanmoins, si vous voulez, quand on parle de gouvernance politique, très souvent en Afrique, on dit oui, mais c'est à cause de la colonisation, etc., qui est un argument qui est un petit peu fallacieux. Ça fait 60 ans qu'il y a eu la décolonisation. Comment changer aussi ce problème de gouvernance, ces présidents africains qui s'accrochent au pouvoir? Bon, c'est au peuple, et ça c'est la deuxième partie. Changer l'Afrique et puis changer les Africains, changer nous-mêmes. Personne ne viendra faire notre combat à notre place. Personne. On peut avoir des alliés, on peut chercher des soutiens pour porter certains dossiers, essayer de nous aider, mais c'est à nous-mêmes de changer. Il faut qu'on sorte du fatalisme. Il faut qu'on sorte du tribalisme. Il faut qu'on sorte de nos divisions internes. Quand je regarde l'Afrique, je constate que votre pays, le Sénégal, par exemple, a une société civile beaucoup plus forte que la Côte d'Ivoire ou que le Cameroun. Pourquoi? Et quand j'essaye de comprendre, je n'ai pas la science infuse, mais je me dis peut-être que ces existences de tribus tellement différentes les uns des autres font que les gens oublient de regarder l'ennemi commun qui est la pauvreté, et puis se focalisent en disant toi tu es du nord, toi tu es du sud, toi tu es du là, toi tu es ceci, toi tu es anglophone, toi tu es cela. Alors qu'au Sénégal, vous parlez une langue, vous avez pas, donc vous avez moins de points de division et vous pouvez mieux vous focaliser peut-être. C'est vraiment, j'essaye de comprendre parce que je me dis le changement de mentalité dont vous parlez, dont nous avons besoin, nous les Africains, passe par la capacité de surmonter ces fausses divisions qui sont entretenues par les hommes politiques et qui divergent notre regard loin de ce qui est essentiel. Alors, on vous est proche de John Rawlings, l'ancien président du Ghana. Est-ce que pour Mamadou Coulibaly, vous rêvez d'une présidence à la Rawlings? Oui, je rêve que Mamadou Coulibaly puisse laisser en héritage à l'Afrique francophone et à la Côte d'Ivoire ce que Jerry Rawlings a laissé au Ghana. Depuis qu'il a fait les réformes qu'il fallait, il les a fait, elles étaient dures, elles ont eu un prix. Mais depuis qu'il a réussi ces réformes, le Ghana a pris la voie de son envol. Il y a des alternances politiques qui se font tous les 4 ans, tous les 8 ans. Les élections se passent, il n'y a plus un mort. Les Ghanéens ont compris que on peut ou pas être d'accord avec ce que le président actuel dit ou fait ou implémente, mais on ne laissera plus jamais quelqu'un nous ramener en arrière. Ils sont fiers d'eux-mêmes. Ils savent ce qu'ils veulent. Il y a des divisions. Le Ghana était le pays où il y avait le plus de coups d'État en Afrique de l'Ouest à l'époque. Aujourd'hui, c'est inenvisageable. Alors que nous, là, à côté, on réfléchit comment on va faire telle rébellion, comment on va faire soutenir tel terrorisme. Oui, je serais heureuse si si les Ivoiriens, si les Africains se mettaient ensemble pour soutenir l'accession au pouvoir de Mamadou Coulibaly et qu'ils pouvaient laisser
en héritage, non seulement à la Côte d'Ivoire, mais à toute l'Afrique francophone, parce que nous savons que en Afrique francophone, les choses se passent par effet domino. Tout à fait. Et que si la Côte d'Ivoire, qui est un des piliers de la zone, arrive à avoir cet emprunt, cet envol dans la démocratie, dans la responsabilité, dans la liberté, dans la justice, ce serait un très grand cadeau qu'il aurait fait. Je lui souhaite ça. Alors, bonne chance pour la compétition, pour les présidentielles. Et merci infiniment, Nathalie, pour toutes ces explications. Merci.